dis-moi si tu es un des quatre. Et il propose d'abord René Jacquel, qui est un type de la famille, il en propose deux autres, et il propose Marcel Jacob. Et le corbeau répond, oui, c'est un des quatre, mais je te dirai jamais qui je suis. Déjà, entre parenthèses, un petit peu la merde dans ce coin-là avec quelques familles. Et le corbeau s'engouffre là-dedans dans des vieilles histoires, des histoires qui ont un petit peu d'ancienneté, qui remontent aux années 50 et tout. C'est une histoire de collaboration dans les aînés, les ancêtres Villemain, les grands-parents, arrière-grands-parents Villemain. Mais à contrario, dans la famille Jacob, la famille Jacob, c'est la famille de Monique. Monique Jacob qui est devenue Monique Villemain, mariée avec le père marié avec le père de Jean-Marie Villemain, Albert Villemain. Et du côté Jacob, par contre, il y a un côté résistant, je crois. Il y a un côté où je crois que c'est René Jacob qui participait un petit peu à la résistance avec des actions héroïques en tant qu'enfant. J'ai entendu ça aussi. Donc il y a des vieilles histoires entre eux, et c'est vrai que en découle une mauvaise réputation pour Albert Villemain, le père de Jean-Marie Villemain. Donc on peut imaginer que la haine d'Albert Villemain se soit reportée sur son fils Jean-Marie. C'est surtout la mère d'Albert qui était un peu où il y a des histoires avec les Allemands. Le père d'Albert, lui, il était soldat. Et sur son certificat de décès, en tout cas, il y a écrit mort pour la France. Donc voilà. Mais bon, lui, pendant qu'il était en captivité ou sur le front, tout ça, apparemment, il s'est passé des choses et il est mort pendu. Et ça revient dans les appels du corbeau. Donc il va dire le corbeau à Albert, tu te pendras comme ton père. Donc on voit que c'est quelqu'un qui connaît ses anciennes histoires. Dans le livre de Thibaut Solano La Voix Rock, on retrouve un passage dans lequel on apprend que Michel, quand il était à Vinay, aimait à se vanter que sa femme était vierge lors de ses noces. Et tout d'un coup, me rappelant ce fait, je me pose une question. Était-il vraiment si sordier de faire un profilage du corbeau? Dans une capsule que j'avais faite, j'avais parlé d'une personnalité antisociale. Quand on regarde ce comportement, c'est-à-dire une tromperie 3 semaines avant un mariage, on se retrouve un peu dans cette constellation, que ce soit du côté Ginette, qui va se marier et qui pourtant a une relation avec quelqu'un d'autre, ce qui peut vouloir dire qu'elle n'est pas très sincère avec Michel, mais aussi avec Jean-Paul Jacob, qui lui, à l'époque, est déjà marié avec Annie Champion, et n'hésite pas à la tromper, ainsi qu'un de ses meilleurs amis, puisqu'on sait que Jean-Paul Jacob restera très longtemps le confident numéro 1 de Michel. Si on continue la réflexion, on peut aussi imaginer que Ginette a effectivement eu une relation avec Jean-Paul Jacob et qu'elle a eu un doute si elle était enceinte ou pas. Et que dans la précipitation, elle se soit mariée avec Michel. Peut-être que Monique était même au courant, elle-même ayant vécu quelque chose de similaire avec un enfant illégitime de Thiébaut et se mariant avec Albert Villemain. Et ça me fait penser à ce que disait le corbeau. Ta mère, elle le sait. Comme pour Bernard Laroche, Thérèse et Albert, on a là aussi peut-être un deuxième bâtard. Cécile Jacob étant la tante de Jackie Villemain, elle-même mariée à Georges Jacob, le fameux Georges Jacob chez qui on avait trouvé des cordes similaires à celles retrouvées sur le corps de Grégory. Georges Jacob, qui est aussi le père de Marc Jacob et de Jean-Paul Jacob, dont je vous parlais précédemment. C'est aussi en 1975 que Jean-Marie Villemain sera employé à la filature de Monzé, juste avant d'être licencié au printemps sur le motif d'une absence irrégulière pour avoir suivi un mouvement de grève, selon son contremaître de l'époque, Daniel Turiot. Pourtant, peu après la grève, Jean-Marie, lui, va affirmer n'avoir demandé que 2 jours de congé, et ce, pour préparer le mariage de son frère Michel avec Ginette, et que ces congés lui avaient été accordés par Daniel Turiot, son contremaître. A priori, Jean-Claude Paternoster et Marcel Jacob, 2 membres actifs de la CGT de la filature, ont tenté de l'aider en vain. J'ai trouvé cette anecdote toujours particulière, mais aujourd'hui encore plus connaissant les noms de tous ces personnages et les relations qu'ils entretiennent les uns vis-à-vis des autres. On peut déjà parler de Daniel Turiot, un cousin éloigné de Jacqueline Jacob. Jean-Claude Paternoster, quant à lui, est marié avec Raymond Turiot, une des sœurs de Jacqueline Jacob et donc lui aussi beau-frère de Marcel Jacob. Au vu de ces informations, on peut s'interroger quant à la sincérité de ces personnes par rapport au licenciement de Jean-Marie Villemain. On imagine que Jean-Marie était très naïf, il commençait à peine à s'intégrer dans le milieu du travail et n'était pas peut-être conscient des intrigues qui se jouaient derrière son dos. En tout cas, cette expérience nous montre vraiment que le clan Jacob-Turiot n'était pas vraiment dans l'optique d'aider Jean-Marie Villemain. De retour à Autogoussin, il va commencer à monter les échelons et finira même contremaître. Pour l'époque, dans ce milieu, c'est quelque chose d'assez particulier, que ce soit dans le clan Jacob ou Villemain, il n'y a encore aucun contremaître. En avril 1981, Monique va recevoir un appel. Elle entend la voix d'une jeune femme et soupçonne une des belles-sœurs de Laroche, Isabelle Boll, qui vivait à l'époque chez lui, ainsi que sa meilleure amie, Valérie, la fille de Marcel Jacob. De 1981 à 82, Isabelle Boll garde l'enfant des Laroche à leur domicile. Entre les deux, elle retournera sans raison apparente chez les parents Boll, alors qu'elle continue de s'occuper de leur enfant. En juillet 1984, Isabelle Boll, alors en couple avec Monsieur Balério, quitte définitivement le domicile des Laroche. Elle est alors enceinte, mais avorte. Marcel Laroche, le père de Bernard, est un solide Vosgien. Lui aussi a travaillé dans les filatures. Les gens qui l'ont côtoyé disent de lui qu'il était trop bon, bonne poire, et que les Jacob profitaient souvent du dévouement de ce gendre.
Après la mort de sa femme Thérèse à l'accouchement de Bernard, il va tomber dans une sorte de dépression. Il avait pourtant acheté un terrain pour construire une maison familiale pour lui, sa femme et Bernard. Mais au final, il ne va jamais se remettre de la mort de sa femme et ira habiter chez ses beaux-parents, Aline et Léon Jacob. Il va même racheter leur ferme et la rénover. C'est comme ça qu'après la mort d'Adeline, qui elle ne va jamais se remettre de l'inceste de Léon avec sa fille Louisette, que Marcel Laroche héritera de la maison Jacob. En 1981, alors qu'il a 59 ans, il tombe malade. Au début, il ne sait pas quel mal le ronge. Mais très vite, le diagnostic va se confirmer. Il a un cancer des poumons. Quelques semaines plus tard, il devra même quitter la ferme et aller à l'hôpital. Et malheureusement, ne reviendra jamais. Le 1er juin 1982, Marcel Laroche s'éteint. La rumeur dit que sur son lit de mort, Marcel a parlé à Bernard de la relation entre Thérèse et Albert peu de temps avant sa grossesse. Et cette information est peut-être la raison qui a fait basculer Bernard. Pour bien cerner le personnage Bernard Laroche, il est intéressant de revenir un peu sur sa vita. Il est né le 23 mars 1955, de la relation entre Marcel Laroche et Thérèse Jacob. Le lendemain de sa naissance, sa mère meurt des suites de l'accouchement de son fils. Elle le prénommera Bernard Albert Laroche. Thérèse Jacob, qui meurt donc à l'âge de 26 ans, était la sœur de Monique Villemain, la mère de Jean-Marie Villemain. Et c'est chez les parents de Monique, Adeline et Léon Jacob, que Bernard va grandir. Il ne sera pas seul, puisque sous un même toit, il vivra avec Marcel Laroche, Jacques Villemain, le fils illégitime de Monique, et Chantal, la fille incestueuse de Léon, avec sa fille Louisette. Juste avant de mourir, Thérèse Jacob écrit une lettre à sa mère. Elle est encore à la maternité, et apparemment cette lettre a provoqué de grandes émotions à l'intérieur de la famille Jacob. André Jacob a vu sa mère ouvrir la lettre, et elle était très nerveuse. Donc apparemment Adeline en a parlé à René, et aussi à Marcel Jacob. D'après René, dans cette lettre, Thérèse Jacob demandait que l'on appelle son fils Albert. Et d'après Marie-Ange, qui a dit ça dans une de ses auditions, Albert Jacob serait le parrain de Bernard Laroche. Un jour, Monique, énervée, dit devant ses enfants Jacqueline et Jean-Marie que du temps où ils vivaient dans les cités à Aumonzé, elle avait surpris Albert et Thérèse dans un même lit. Cette information provient de Jacqueline Villemain, la sœur de Jean-Marie. Jean-Marie, lui, ne parlera jamais dans ses auditions de cette histoire. Albert Villemain, de son côté, lui, dira toujours aimer Bernard Laroche comme un de ses fils. Au vu de ces informations, on peut imaginer que dans le clan Jacob, en général, il y ait une suspicion quant à la paternité d'Albert Villemain vis-à-vis de Bernard Laroche. L'année 1980 est en général une très mauvaise année pour Bernard. Son fils est handicapé, son père est malade, presque mourant, il apprend de son père qu'Albert est peut-être son père légitime et traverse une phase de chômage. Il ira d'ailleurs demander à Jean-Marie Villemain si, à Haute-Coussin, ça embauchait. Malheureusement, il n'aura jamais de réponse. Pendant toute la période où Marcel était à l'hôpital, personne ne vient le voir. À l'époque, les gens pensent que le cancer peut se transmettre de personne à personne, et beaucoup de gens ont peur et l'évitent, comme on éviterait un lépreux. Alors que Marcel Laroche est le parrain de Jean-Marie Villemain, celui-ci n'ira pas le voir à l'hôpital par peur d'attraper le cancer. Bernard va en vouloir beaucoup à Jean-Marie de ne pas être venu au chevet de son père, ni à son enterrement. Et c'est aussi à cette période, entre 81 et 82, que le corbeau va commencer à harceler la famille, et précisément menacer de s'en prendre au mioche, c'est-à-dire à Grégory. Tous ces événements ont peut-être créé chez Bernard Laroche une sorte de psychose, et les appels du corbeau, qui au début